Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer le secret de nos armures pour révéler la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Gaëlle Baldassari. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je te propose donc le portrait intime de Gaëlle Baldassari. Alors Gaëlle est la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle. Elle a créé ce mouvement il y a quelques années, après un virage personnel et professionnel, une période riche en transition, comme souvent, je me rends compte, mes invités et moi-même en avons vécu. Pour Gaëlle, c'est une FIV et un burn-out qui ont marqué cette période, caractérisée par un avant, 14 ans, notamment de carrière dans la banque, et une vie trépidante à 1000 à l'heure, nous dit-elle, et un après. Alors, tandis que son mari la décrit comme une femme libérée et intelligente, elle ajoute qu'elle est coach et formatrice au service du leadership et des femmes. Elle est également autrice des livres Kiffe ton cycle et Kiffe tes règles, conférencière et était speaker pour le TEDx Nantes. Certifiée en approche neurocognitive et comportementale et en coaching, c'est surtout une autodidacte passionnée du cycle menstruel. J'ai adoré préparer ce portrait et découvrir la magnifique énergie de Gaëlle lorsqu'elle parle d'elle et de ce sujet qui la passionne. Bonjour Gaëlle. Bonjour Mylène. Wow, ça fait du bien d'entendre tout ce que tu as à dire sur moi. Et j'adore vraiment rédiger ces portraits et découvrir les pages qui suis-je en fait des sites. C'est vraiment une mine d'or et je trouve notre énergie, elle se manifeste en fait vraiment à travers cette page et c'était très chouette. Alors là, du coup, c'était un petit peu quelques mots de ce que j'ai pu piocher ici et là dans tes partages à toi. Mais comment te présenterais-tu maintenant à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Eh bien, je suis effectivement la créatrice de Kiffe ton cycle et mon envie, mon idée, c'est de faire que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société, qu'on considère qu'il soit normal de kiffer son cycle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise comme ça, et que ce soit non seulement normal, mais que ce soit une évidence, tu vois. Et c'est ça en fait. Donc je me dis que je vais œuvrer. J'ai encore pas mal d'années devant moi. J'œuvre au quotidien pour faire en sorte que le cycle menstruel, on arrête de considérer que c'est le coup de malchance des femmes, que Ève aurait pas dû croquer la pomme et qu'on n'en serait pas là, mais qu'on considère qu'au contraire c'est un mécanisme absolument génialissime qu'on a à l'intérieur de nous, qui est à l'origine de 100% de l'humanité. Je le rappelle parce que c'est quand même essentiel. C'est pas un truc de nana. C'est ce qui fait qu'on est là tous et toutes. Et voilà, j'œuvre au quotidien pour réhabiliter ce cycle. Voilà. Alors, vous le voyez pas, vous, mais moi, là, je le vois pendant qu'on tourne. Gaëlle a un sourire absolument énorme quand elle parle de ce sujet. Et je trouve ça magnifique comme contribution. On reparlera de la contribution, parce que c'est une notion qui m'importe beaucoup, mais
Je la trouve vraiment essentielle parce que, comme tu l'as dit, je trouve qu'il y a beaucoup d'étiquettes, en fait, sur ce cycle et pas des étiquettes hyper sympas. C'est vraiment, je suis pas bien avant, je suis pas bien pendant, je suis des fois pas bien après. Enfin, on a vraiment l'impression de porter un truc extrêmement désagréable et en tout cas, vraiment dans peut-être l'inconscient collectif, c'est vraiment quelque chose, une étiquette. Moi, j'appelle ça une étiquette qui est vraiment collée sur ce cycle. Donc, je suis vraiment heureuse que tu abordes ce sujet. C'est un sujet que j'aborde peu moi, dans mes accompagnements. Donc, je trouve ça vraiment chouette comme éclairage parce que je sais que beaucoup sont concernés. Du coup, on va reparler vraiment peut-être de tes clés pour mieux le vivre ou de comment toi, tu vois les choses. Mais moi, la première question qui m'est venue quand je me suis vraiment posée avec ton portrait, c'est vraiment cette idée de d'où ça vient, en fait, ce mouvement-là. Et donc, j'imagine que tu n'as pas toujours voulu être, c'est-à-dire défenseuse, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, de porter la parole de ce cycle merveilleux et de changer cette étiquette-là. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais enfant? Alors moi, quand j'étais enfant, je voulais aller vivre dans un champ le long d'une voie ferrée, sans argent, et, et me débrouiller. Ça, c'est ce que je racontais à qui voulait l'entendre, parce que je considérais que l'argent était un truc complètement dingue et qui n'avait aucun sens. Et donc, voilà, je voulais être au contact de la nature. Voilà ce que je voulais faire étant enfant, toute jeune. Et puis après, j'ai voulu être prof de biologie. Donc là, on se rapproche un peu plus de ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et puis un jour, j'ai regardé un de mes profs à la fac. J'ai fait une fac de biologie, hein, j'ai fait le début. Et puis j'ai regardé un de mes profs et je me suis dit, oh non, je peux pas devenir comme lui. On ne le citera pas, ça va rester. Non, j'ai plus son nom, donc il ne sera pas cité, voilà. Non, mais parce qu'il était hors du temps, hors de la société. Comme ses cours traversaient le temps sans être modifiés d'une année sur l'autre. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, au fond de moi, j'aimerais vraiment comprendre l'essence, cet argent que je disais que je voulais pas et que je comprenais pas ce qu'il faisait. D'où ça vient et comment ça se passe. Et il se trouve que j'ai eu une chance inouïe d'être recrutée dans une banque, donc au cœur du système. Et j'ai adoré. Parce que ça m'a permis d'aller au cœur de l'essence de l'économie, ce qui drive le monde aujourd'hui, que je trouve toujours aussi fou. Mais maintenant, j'ai un peu compris les règles du jeu, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et j'ai eu l'opportunité de créer de l'argent pendant des années en travaillant dans une banque. Et donc de savoir que tout ça n'est qu'un consensus social finalement. Comme le tabou est un consensus social de silence, l'argent est un consensus social qu'on peut faire voler en éclats d'un jour à l'autre en se disant que ça nous va pas. Ah, c'est hyper intéressant. Tu vois, pendant que tu parlais, je me suis dit, c'est étonnant quelque part dans tes accompagnements, t'es pas voulu peut-être changer le rapport des gens à l'argent ou tu vois apporter quelque chose sur ce thème de l'argent. Et donc, à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, si je crée un mouvement kiffe ton cycle, donc imagine qu'il y a eu un cheminement. J'en ai vaguement parlé pendant le portrait, mais est-ce que tu peux toi un petit peu revenir sur ton cheminement, tes transitions, cette période où les choses ont basculé en fait? Donc, comme je disais, j'étais passionnée de biologie étant toute jeune et puis je suis allée vers la banque et je me suis éclatée parce qu'humainement, la banque, c'est un terreau assez fertile, donc j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de gens pensent que c'était vraiment l'horreur, le bagne et tout. Pas du tout. Vraiment, je m'inscris en faux. J'ai kiffé chacune des journées que j'ai travaillé en banque, chacun des postes que j'ai pu vivre. J'ai changé de poste. J'étais intrapreneuse en banque, hein, donc moi, j'ai changé de poste à peu près tous les 2 ans et à chaque fois, j'ai créé mes postes. Donc, je me suis éclatée, hein, vraiment. Je peux pas faire semblant que non, que c'était un endroit pas drôle et tout. C'est pas vrai. Par contre, j'avais pas de cycle menstruel. En tout cas, j'avais 3 fois mes règles dans l'année à peu près. Et je voyais très sagement un gynécologue tous les ans pour vérifier tout ça. Et chaque année, les gynécologues me disaient oh non, il n'y a pas de problème, avec des trucs très bizarres du type non non mais vu comment vous êtes faite, vous n'avez pas de problème hormonal ou enfin voilà des petites réflexions un peu voilà, mais auquel je croyais jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant et bizarrement ça s'est pas passé comme prévu parce qu'avec 3 cycles dans l'année c'est pas évident et donc là a commencé un parcours de procréation médicalement assistée et donc l'injection de doses assez importantes d'hormones même très importantes d'hormones et j'ai vu assez rapidement des fluctuations d'humeur et d'énergie violentes dans ce parcours de procréation médicalement assistée. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a répondu « Oh, ça doit juste être le stress de vouloir avoir un enfant. »
donc, donc, on nie complètement mon vécu. Donc moi, je me suis retrouvée avec les larmes aux yeux devant un porteur de projet qui me présente un projet trop génial, ou à perdre un peu mes nerfs devant mes collaborateurs, alors que c'était pas trop mon état d'esprit en général. Donc voilà, je me suis sentie un peu dépassée par les émotions et j'étais directrice d'une agence bancaire à l'époque. J'étais arrivée dans une forme de zone d'incompétence assez inconfortable pour moi. Et le mélange de cette zone d'incompétence, de ce surinvestissement professionnel et certainement des hormones qui ont été amenées à ce moment-là, m'ont propulsée vers un burn-out. Donc, les hormones ne sont pas les seules responsables, hein, qu'on soit bien clair, qu'on n'aille pas faire croire qu'ils sont les seuls responsables. Mais disons que j'ai eu l'impression d'être un peu poussée du haut de la falaise par les hormones, par cet ajout d'hormones supplémentaires, et surtout que c'était nié par toute l'équipe médicale autour. J'ai été arrêtée pendant 5 mois et je suis retournée au travail, parce que beaucoup de personnes pensent que je me suis arrêtée à ce moment-là, et pas du tout. Je suis retournée dans mon ancien poste, toutes choses égales par ailleurs, parce que j'ai eu la chance d'avoir une psychologue absolument géniale pendant ce parcours de burn-out, qui m'a dit, écoute, Gaëlle, vous avez 2 solutions. Soit vous retournez au travail et vous voyez que tout a changé parce que vous avez évolué, soit vous démissionnez, vous aurez toute votre vie peur que ça recommence. Et donc là, j'ai dit banco, j'y retourne. Moi, j'aime bien les défis. Et j'ai pu voir grâce à elle qu'effectivement, moi, en ayant fait évoluer ma posture grâce au coaching qu'elle m'avait fait finalement, parce que c'était de la thérapie cognitive et comportementale, donc qui peut s'apparenter à une forme de coaching. Et je me suis rendu compte que moi, ayant changé, toutes choses égales par ailleurs, tout a changé autour de moi, y compris mes relations avec la hiérarchie qui étaient très compliquées, etc. Et donc, je suis retournée dans le même poste, même situation. J'ai continué encore une année comme ça. Et puis, comme à mon habitude, mais le burn-out a finalement pas changé grand-chose là-dessus, j'ai changé de poste pour aller vers un autre défi après. Mais disons que c'est pas du tout ça qui a été le tournant. Ça a juste été le début c'était la 2e thérapie que je faisais dans ma vie. J'en ai déjà fait une quand j'étais plus jeune. Moi, à la suite de ça, j'ai choisi de me former au coaching pour accompagner mes collaborateurs et mes collaboratrices à ne pas aller vers le burn-out, pour m'auto-accompagner aussi, à ne pas risquer d'y retourner. Donc là, ça a été le début de mes formations, mais j'ai continué dans la banque, j'ai changé de poste, j'ai même eu une promotion après mon burn-out, ce qui est assez rare. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Et donc là, ça va peut-être être plus là le début de l'aventure Kiffe ton cycle, parce que pendant ma grossesse, donc grâce à la procréation médicalement assistée, pendant ma grossesse, je vais commencer à prendre du recul sur ce qui se passe en banque et sur le sens de la vie, etc. Et le jour de l'accouchement, le jour où ma fille est née, je ne savais pas que j'attendais une fille. On avait fait le choix d'avoir la surprise. Et sur cette table d'accouchement à 3h du matin, je découvre que c'est une fille. Et là, je me prends un petit peu une claque dans la figure, parce qu'à ce moment-là, ma prise de conscience, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre au monde une fille dans ce monde-là, qui me paraissait à ce moment-là très injuste pour les filles. C'est la sensation que j'ai. Je dis pas que c'est vrai, hein, je dis juste que c'est ça, en tout cas, noyé d'hormones de l'accouchement, c'est ça la réflexion qui me vient. Et à ce moment-là, la seule solution pour survivre à cette prise de conscience-là, ça va être de me dire, ok, je me mets dans l'action. Et donc, je vais prendre la décision à ce moment-là que moi, j'ai quitté chez mes parents à 18 ans, et j'ai jusqu'aux 18 ans de ma fille pour faire que le monde, il me semble le plus juste pour elle. Voilà, donc c'est ça l'épiphanie et c'est ça le début. Et donc je vais commencer par aller travailler en coaching pour le leadership des femmes, pour l'accompagnement parental. Enfin, je vais creuser différentes choses. Et puis comme à côté de ça, moi j'ai creusé ce qui m'était arrivé pour le burn-out et l'impact des hormones. Et petit à petit, dans mon cabinet de coach, je vais régulièrement dire à mes clientes, mais t'en es où de ton cycle menstruel? Tiens, c'est bizarre, t'en es où de ton cycle quand tu me racontes ça et tout? Et ça va être ça le démarrage. Et puis une cliente qui me dit, mais Gaëlle, tu sais des trucs, faut que tu nous les expliques. Je propose à toutes mes clientes de venir pour leur faire une explication sur le cycle. Et puis voilà, de fil en aiguille, Kiffe ton cycle est né. Waouh, c'est beau. Ouais, en fait, ça m'émeut beaucoup là ton partage, et puis ça fait écho à un accompagnement que j'ai fait il y a pas longtemps, et vraiment
ce que ça crée en nous, en fait, cette maternité aussi, cette ouverture et se dire, le monde n'est pas terrible et j'ai pas vraiment envie que mes enfants grandissent dans ce monde-là. Et qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour l'améliorer? Donc, je trouve ça vraiment super beau que tu aies eu ce déclic et voilà que tu le partages. Merci beaucoup. Du coup, donc, première approche pour toi, c'est vraiment plutôt coaching. Et puis, naturellement, en fait, tu sens que cette thématique du cycle, voilà, elle est plus importante que juste un sujet personnel, mais que peut-être à ce niveau-là, il y a quelque chose à apporter pour toi ici. Ouais, et puis c'est une thématique que je trouve passionnante, le cycle. En général, d'ailleurs, le cycle menstruel, mais les cycles en général, j'ai l'impression que c'est quelque chose on nous a privé de ça, quelque part, de cette connaissance-là. Et moi, en la réintégrant à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais il faut que tout le monde sache que les cycles, c'est quelque chose de génial. Et justement, alors peut-être parlons de ces choses qui te font vibrer et peut-être que ça va être en lien avec cette thématique du cycle. Alors on parle souvent de valeurs, mais moi j'aime bien poser la question sous cette forme-là. Qu'est-ce qui te fait profondément vibrer? Qu'est-ce qui te fait te sentir profondément vivante? Transmettre. Quand j'arrive quand je vois que j'ai les yeux des gens en face de moi qui s'allument et qui disent wow, ça je l'avais pas, j'adore. Ça vraiment c'est un truc qui me fait surkiffer. Et ouais, transmettre, ça c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Et après les câlins. J'adore les câlins. C'est magique. C'est magique. Ok. La transmission, les câlins, c'est beau. Le moment le plus magique de ta vie, tu dirais, c'est quoi? Il y en a eu tellement. En fait, le truc, c'est que moi, je suis très nulle pour rappeler ce genre de souvenirs-là parce que j'ai l'impression que j'ai envie de te dire, chaque moment là, je suis tellement contente que tu me poses ces questions-là et du coup, pour moi, c'est déjà un moment génial et je sais pas si je peux hiérarchiser des moments. Je sais pas. J'ai l'impression d'en avoir eu tellement. Des surprises qui m'ont été faites par des personnes qui sont venues de loin pour me surprendre, oui, la naissance de ma fille, bien sûr, mais en même temps, c'était magique. Et en même temps, j'étais pétrifiée de peur. Donc, tu sais, j'ai l'impression d'être souvent submergée comme ça par plein d'émotions. Et voilà, beaucoup. Et des gens proches qui viennent et qui me confient quelque chose. Enfin, j'ai plein de souvenirs qui popent comme ça. Je suis pas sûre d'être capable d'en sélectionner un. C'est pas que je veux me dédouaner. C'est que à chaque fois, c'est sur l'instant, je me dis, ah! Et puis, justement, après, il y en a un autre qui se présente où je me dis, ah! Pareil, et puis je les hiérarchise pas dans ma tête. Moi, tu peux en citer plein, hein, sinon, si tu veux. Voilà. Non, mais tu vois, je pense à un truc. J'ai fait un tour du monde toute seule avec mon sac à dos, et puis à un moment, j'ai un peu pété un câble dans ce tour du monde. Ce qui est un truc classique qui arrive, mais je ne le savais pas à l'époque. Et je me suis mise à devenir un peu paranoïaque, et c'est très dur pour moi. Et j'avais croisé un couple au Japon. Complètement croisés par hasard, ils faisaient aussi le tour du monde. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'étais au Guatemala et eux étaient arrivés au Mexique et ils ont fait 24 heures de bus pour venir me rejoindre au Guatemala, alors que je les avais vus une journée au Japon. Tu vois, vraiment, on s'était croisés dans notre hôtel au Japon. Et ils ont fait 24 heures de bus pour partir du Mexique pour me rejoindre au Guatemala, pour me prendre avec eux dans leur chambre, pour s'occuper de moi comme un bébé, tu vois. Et je me dis, mais ça, waouh, tu vois, ce genre de truc. Et voilà. Mais ça et tellement d'autres choses. Ma mère qui se couche à pas d'heure pour faire les relectures de mon mémoire parce que je dois le rendre le lendemain et que il n'est pas écrit, tu vois, et je me dis tout ça, en fait, tout ça. Mon ami associé qui m'emmène me balader, voir les atterrissages de canards qui sont une de mes passions dans la vie, parce que quand elle sent que je vais pas fort, enfin voilà, c'est ça la vie qui est belle, quoi. Les atterrissages de canards, c'est magnifique. J'ai des passions bizarres, moi. Les atterrissages de canards et les joints de dilatation des ponts. Alors oui, alors peux-tu nous en dire plus sur les joints de dilatation des ponts? Ça t'émerveille, ça te fait frissonner, c'est quoi? C'est cette merveille de technologie que ça tient comme ça, c'est ça? Mais c'est sublime. Enfin, je veux dire qu'on ait pensé à faire des joints en plus qui ont des formes très différentes les unes des autres et qu'on ait pensé à mettre ça pour que les ponts ne viennent pas casser les routes quand ils se dilatent. Je trouve ça absolument génial. Et moi qui fais du cyclotourisme en famille tous les étés, à chaque fois que je passe sur un pont avec ma fille du camp, plus je lui ai transmis ma passion. Et donc, on regarde la forme du joint de dilatation de tous les ponts. Voilà. C'est magique. Je suis en transe sur un pont.
Ok, mais je penserai à toi la prochaine fois que je traverserai un pont. Et du coup, ma question suivante, bah, tu vois, je sais pas, tu y as peut-être déjà un petit peu, à mon sens, apporté un élément de réponse, mais peut-être qu'il y a autre chose pour toi. C'était la chose la plus folle que tu aies faite. Je pense spontanément à ce tour du monde seul en sac à dos. As-tu autre Ouais, c'est chose, peut-être. un Non, autre bah coup de j'en ai tête? fait beaucoup des choses folles quand même. Ah, Mais oui, peut-être quand même ce tour du monde. Effectivement, partir toute seule à 25 ans avec mon sac à dos, sans parler anglais, atterrir en Inde. qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Tu recherchais quelque chose? C'était dans ce qui te fait vibrer, il y avait, je sais pas, cette aventure. Ah, la liberté. Tu parlais de liberté Ouais, la sur liberté, c'est ton ma valeur site. numéro 1. Mais je crois que Ouais. j'avais envie de visiter le Caillou, en fait. Tu vois, je crois que j'avais envie de me dire, mais où ai-je atterri? Quel est ce monde? Et il y a très beaux Je ponts crois en que Inde. il y a beaucoup de ponts, mais à l'époque, j'avais pas la vue sur les Ah joints de mince. dilatation. Du coup, ouais, il faut que j'y retourne. Mais voilà, je crois que j'avais envie de visiter le Caillou, j'avais envie de rencontrer les gens, j'avais envie de me faire mon avis par moi-même. Euh, J'avais envie d'en faire le tour, quoi, tu vois. Donc, Et, et je crois qu'est-ce qui que te oui. reste de ce tour du monde d'ailleurs? Est-ce que alors il y a eu cette magnifique surprise de ce couple que tu as eu au Guatemala. Est-ce qu'il y a autre chose que tu gardes? Je sais que tu n'aimes pas hiérarchiser, hein, mais Ouais, il reste plein de trucs. Non, mais il reste plein de trucs. Par contre, ce qui me reste peut-être de plus beau, parce que ça me sert encore aujourd'hui, tous les jours au quotidien, c'est j'étais partie avec plein de certitudes européennes, tu sais. Ça c'est bien, ça c'est mal. Le bien, le mal, tout ça. Et, voilà, ça a été bien assoupli pendant tout le voyage parce que j'ai discuté avec les gens, tu vois, sur le travail des enfants, sur plein de trucs avec lesquels j'étais vraiment partie avec des grandes certitudes et des grandes et qui ont été bien mises à mal mais mises à mal positivement, c'est-à-dire que j'ai compris que mais tout ça était atteinté et finalement je suis revenue avec beaucoup de nuances de gris de ce voyage-là et la certitude que un seul point de vue occidentalo-centré est considéré que nous on était le bien et que tout le reste était le mal et que nous on était les riches et que tout le reste était pauvre et tout. J'ai bien remué le concept, quoi, tu vois. Donc voilà, et puis je suis aussi revenue avec la compréhension que avoir l'opportunité à 25 ans de visiter le monde en pouvant aller quasiment dans tous les pays avec un passeport français était un avantage énorme parce que la plupart des gens que je croisais, qui pour autant certains étaient riches dans leur pays, n'avaient pas une monnaie suffisamment forte, par exemple, pour aller voyager eux à l'extérieur de leur pays. Enfin, tu vois, j'ai revisité toutes ces notions de hiérarchie, de qui on est, de la solidarité Nord-Sud aussi, où moi j'ai aujourd'hui un regard ouais, un peu critique quand même sur ce qu'on peut mettre en place chez nous sur la solidarité Nord-Sud et à quel point bah, c'est marketingement plus sympa d'aller voir les petits étrangers et de les aider sans se poser la question de savoir déjà, un, qu'est-ce qu'on a créé et deux, qu'est-ce qu'on fait chez nous. Enfin, tu vois, voilà, ça m'a en fait, ça m'a bien remué dans mes certitudes et je crois que ce avec quoi je suis revenue, c'est l'idée que écouter l'instant, ce qui se passe et mes ressentis est plus intéressant que de penser le bien, le mal. merci pour ce beau partage. On a parlé beaucoup, je trouve, de ces belles choses, en fait, finalement, de ces valeurs. Et tu vois, même quand tu as évoqué, alors j'imagine que tu as une nature très optimiste, en tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai en te parlant, que même ce burn-out, finalement, voilà, pour toi, ça a été, ça se passait quand même très bien avant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a étonnée sur ton site par rapport à ce qu'on peut lire habituellement. Des personnes qui ont un avant, un après, sont très critiques sur l'avant. Et toi, tu dis cette chose qui, moi, m'a étonnée. Tu dis, ma vie était trépidante. Alors, à un moment donné, ça a été trop, avec peut-être ce cocktail d'hormones en plus, etc. Mais j'adorais, en fait, quand même, cette vie à 1000 à l'heure. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant à lire, parce qu'encore une fois, comme tu dis, ça élargit notre champ des possibles et c'est très chouette. Et maintenant, du coup, tu dirais que le plus grand défi de ta vie, ça a été quoi? Ou c'est quoi, si tu le traverses encore aujourd'hui? Le plus grand défi de ma vie, je crois que le truc, c'est que la prise de conscience, elle a 10 jours. Donc là, je suis fébrile à l'idée de le poser ici, tu vois. C'est que, en fait, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai mis en œuvre et tout a toujours été fait quand même avec beaucoup de peur autour de moi. Beaucoup de je prends des précautions, voilà. Parce qu'en fait, je crois que jusqu'à il y a une dizaine de jours, j'étais persuadée que je pouvais contrôler un minimum les choses.
en prenant des précautions, en faisant de la bonne manière, etc. Et ce truc est tombé il y a une dizaine de jours assez violemment dans ma vie. Et je crois que le grand défi là maintenant, c'est d'arriver à traverser la vie en regardant les peurs, mais en arrêtant de penser que je peux contrôler ce qui se passe, tu vois. Parce qu'en faisant ça, je pense que je me suis privée, d'une certaine, je sais pas comment dire ça, je me suis privée d'aller au bout de certaines choses parce que je me disais, bon, bah non, là, c'est pas sérieux, ou là, il faut pas le faire, ou là, j'ai trop peur. Là, le grand défi, ça serait de me lancer dans la vie sans être capable de vérifier si l'élastique, il tient ou pas, quoi. Ah oui, c'est quand même un beau défi. Et donc, si on avait fait cette interview il y a 15 jours, tu veux dire que tu n'aurais Je t'aurais pas dit ça. forcément partagé ça. Ok, donc une prise de conscience en ce moment, finalement, de cette place des peurs, tu veux dire, dans tes choix de tous les jours, peut-être, dans... C'est Waouh. exactement ça. Et du coup, cette prise de conscience, est-ce que tu sais ce qu'il a... Alors, c'est souvent quelque chose qui grandit, mais est-ce qu'il y a eu un truc que tu as vu, que tu as lu, une compréhension soudaine, quelque chose, tu t'es dit, non, mais en fait, il y a trop de peur, il y a trop de contrôle, ou j'attends trop quelque chose de tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser, en fait, ça? Parce que je pense que beaucoup, en fait, on vit évidemment avec cette peur qui prend une place folle dans tous nos choix. Et cette idée de lâcher, je la trouve pas simple, moi. Tu sais, lâcher prise, lâcher le contrôle, c'est ouais, mais je mets quoi, en fait, à la place? Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Ouais, je suis pas sûre d'avoir envie de lâcher. J'ai juste envie d'avancer sans mettre tous les coussins autour de moi que je mettais avant, tu vois. Est-ce que je lâche ou pas? Ça, c'est autre chose. Eh ben, en fait, j'ai fait une immersion chez un grand monsieur qui s'appelle Franck Lobvet. Et voilà, j'ai été une semaine en immersion et j'ai osé regarder en vrai dans le miroir de ma vie et j'ai réalisé que j'avais toujours dit ça. Enfin, moi, un de mes mantras, c'est tremble mais fonce, tu vois. Donc, quelque part, je continuais d'avancer, mais je m'étais un peu raconté l'histoire que mes peurs m'avaient pas limitée. Et j'ai compris à quel point à la fois elle m'avait pas limitée parce que j'avais vraiment fait le tour du monde, fait plein d'autres choses, etc. Mais à quel point j'avais quand même beaucoup aseptisé ma vie dans l'espoir de pas prendre de risques. Et en fait, par exemple, un des risques que j'ai pas voulu regarder en face et que je me suis pris en pleine tête, c'est que à partir du moment où j'ai mis ma fille au monde, je vais donner la vie mais aussi la mort puisqu'elle mourra un jour. Et que de regarder en face cette peur qui m'en serre complètement le cœur, de dire que peut-être qu'un jour j'aurai le coup de fil qui me dira qu'elle est plus ou qu'elle souffre ou que en fait je m'étais donné plein de bonnes raisons que ça aille et que je m'étais auto convaincue que ça allait aller même si ça arrivait et en fait j'ai compris pendant cette immersion que non en fait ça ira peut-être pas du tout, j'en sais rien. Et je crois que c'est le j'en sais rien que je voulais pas regarder en face. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire non, je me plonge dans cet amour inconditionnel, total, et j'en sais rien si j'y survivrai, si elle survit pas. Mais on verra. Ok, donc bon, ok, prise de conscience donc très récente et donc vraiment traverser. Moi, j'ai cette image, tu vois, pour nos émotions difficiles et ça ramène toujours à la peur, à une peur quelque part. C'est vraiment l'idée de traverser la forêt de la peur. Alors toi, tu as parlé un peu de sauter sans vérifier l'élastique. Moi, ma métaphore, c'est plus traverser la forêt, c'est arrêter de tourner le dos, de contourner, mais vraiment se tenir devant la forêt, regarder et se dire j'y vais quand même en fait, même si ça fait peur. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je trouve très très beau, d'oser regarder en face ces peurs-là qui sont très présentes, parce qu'en fait, à mon sens, ce qui fait qu'on ne ressent pas cet amour inconditionnel, qu'on ne baigne pas en fait dans cette nature et toutes ces magnifiques qualités, c'est vraiment ces voiles de peur qui sont là. Donc, je trouve très beau, de prendre conscience d'un voile, quand bien même on vivait avec, mais simplement sans le voir. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et du coup, quelle leçon est-ce que tu es en train d'apprendre de cela? Quelle clé se libère pour toi? Comment est-ce que tu vas travailler avec ça? En fait, tu me disais tout à l'heure que j'étais optimiste, mais c'est plus que optimiste, c'est que j'ai toujours eu la sensation que ma vie était un peu facilitée. Je sais pas comment l'exprimer. En tout cas, je sais que les musulmans, pour ça, me touchent quand ils disent que Dieu me facilite, tu vois, parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux comme façon de... Et j'ai eu cette sensation d'être facilitée dans la vie. Et je dirais, aujourd'hui, j'aimerais juste cheminer avec la confiance
que même s'il arrive des choses inconfortables, je suis toujours facilitée parce que tout est amour autour. Tu vois, un truc un peu de cet ordre-là. Je sais pas bien l'exprimer avec des mots et puis je suis assez pudique sur cette partie-là de ma vie. Mais voilà, continuer de cheminer avec cette confiance, mais de lui faire encore plus confiance parce que ça serait OK même s'il arrivait des choses désagréables. Je pense que jusqu'à il y a 10 jours, pour moi, cette confiance, allait avec le package. Il faut que tout soit agréable quand même au final. Tu vois, il faut que tout puisse être raconté en positif au final. Et ben, depuis 10 jours, j'accepte le fait qu'il se pourrait qu'il y ait des choses qui soient pas racontées en positif et qui pour autant fassent partie du chemin. Et c'est pas pour autant que je serai lâchée des dieux, tu vois. Merci beaucoup, du coup, de nous partager cette prise de conscience-là toute récente. Et peut-être que ça va être en lien avec ma dernière question, en fait. Souvent, on parle de ce monde nouveau, de ce monde idéal. Alors, pour certaines personnes, il est en train d'émerger. Pour d'autres, on est en train de le créer. Pour d'autres encore, il nous échappe. Pour toi, le monde nouveau, le monde idéal, il ressemble à quoi? Il ressemble au monde d'aujourd'hui, en fait, maintenant, tout de suite. Parce que pour moi, qu'est-ce qu'un idéal? Et je crois que la plus grosse prise de conscience, ça a été de comprendre que le monde, il est tel que moi, je le regarde. Donc si j'ai envie de changer quelque chose, à moi de le regarder différemment. Je pense plus aujourd'hui que l'extérieur. Enfin, tu vois, ce que j'ai pensé au moment de la naissance de ma fille, qu'il allait falloir que je change quelque chose, etc. C'est mon regard et c'est mon expérience, et je suis venue faire une expérience singulière, et chaque personne ici est venue faire une expérience singulière. Et oui, on vit sur un caillou qui fait lui-même une expérience singulière de réchauffement, de choses qui ont été créées par l'humain, pas que, tout ça. Et l'idéal, c'est de vivre chaque seconde ce qu'on est venu faire comme expérience ici. Moi, je dis souvent en plaisantant, mais je le pense profondément, parce que cette information avait changé ma vie. On peut mourir de se prendre un pot de fleurs sur la tête en se promenant dans la rue. C'est vraiment arrivé à quelqu'un. Un jour, j'ai ouvert les nouvelles. J'étais chez mon grand-père et j'ai ouvert le journal et il y avait marqué qu'une personne était morte à Lorient d'un pot de fleurs qui lui était tombé sur la tête. Et je me suis dit, mais waouh! C'est-à-dire qu'on est là en train de tout bloquer dans notre vie, d'essayer de faire les choses bien, d'attacher notre ceinture, de faire les choses bien et tout. Et on peut mourir de se prendre un pot de fleurs sur la tête, quoi. Et je crois que, voilà, mon philosophe préféré étant Jean-Jacques Goldman, quand il dit c'est qu'une étincelle avant l'obscurité, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait de cette étincelle, quoi? Donc, moi, aujourd'hui, je sais pas ce qu'on peut dire. De toute manière, la Terre survivra au déclin de l'humanité s'il y avait déclin. On peut pas savoir. Chaque grande crise a vu disparaître 99% des espèces. Qui, quoi, comment? On n'en sait rien. Donc, voilà. Donc moi, je crois. Enfin, je suis désolée. Je sais, il y en a plein qui disent qu'on est en train d'ascensionner, tout ça. Moi, ces mots-là, je les comprends pas, pour être honnête avec toi. Moi, j'ai les pieds sur terre, j'ascensionne rien du tout, si ce n'est les escaliers de ma maison quand je monte. J'ai juste envie de kiffer. Je suis consciente de mes privilèges. Parfois, je trouve ça profondément injuste et ça me révolte. Voilà, j'avance comme un être humain totalement imparfait dans ce monde qui est certainement bien plus parfait que moi. Et du coup, comment est-ce que toi, tu disais, c'est surtout finalement changer notre regard, le regard qu'on porte sur les choses, et cette idée de profiter, de kiffer. Alors, ma question suivante, à titre individuel, toi, comment est-ce que tu contribues à ça? Bon, j'imagine que là, ton activité, c'est vraiment la continuité de ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce mouvement, sur le nouveau livre aussi qui est sorti, je crois, tout récemment, ton actualité à toi? En fait, l'idée, c'est de se dire comment, alors que la nature fait les choses avec une perfection hallucinante, on a pu faire croire aux femmes que le phénomène du cycle menstruel, c'était le truc pas de bol. Hein. Tout est ultra bien fait. Mais alors, le cycle, on vous a fait de la merde, mesdames, mais bien comme il faut. Et c'est ça le truc, c'est de réinjecter cette perfection, y compris dans ce cycle, qu'on arrête de trouver qu'il est normal de souffrir, qu'il est normal que ça pose problème, et plutôt de se dire, mais waouh, tout ce qui a été sélectionné par l'évolution pendant des millions d'années, c'est que des phénomènes hyper positifs, hyper intelligents, c'est de l'orfèvrerie. Et en fait, on a la même chose à l'intérieur de nous, c'est notre cycle menstruel.
Et notre cycle menstruel, c'est un chef de projet absolument extraordinaire. Donc ça, c'est ce que je transmets dans le livre Kiffe ton cycle. J'en parle aussi aux jeunes dans le livre Kiffe tes règles, puisque c'est l'esprit du livre. Donc c'est un chef de projet génial qui nous soutient dans nos projets en nous faisant passer par différentes énergies. Et quand il ne va pas bien, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne au niveau du cycle, ce qui est mon cas puisque j'ai une maladie chronique du cycle, eh bien c'est un lanceur d'alerte sur l'état dans lequel est notre corps. Et donc, avant de nous faire avoir des cancers, des gros problèmes, etc., finalement, on a le cycle menstruel qui va nous renseigner sur l'état dans lequel est notre corps, qui va nous dire, ah bah tiens, il est un peu inflammé, ah, il y a pas mal de stress quand même, puisqu'a priori, je galère à faire ceci, cela. Et donc, d'aller regarder les problématiques liées à notre cycle comme des petits messages d'alerte, un petit peu comme si le orange clignotant, tu sais, du feu rouge se mettait en place et il disait ça serait peut-être bien d'aller regarder là plutôt que de croire que tout va bien. Et voilà, et donc le cycle menstruel, aujourd'hui, moi je le présente comme à la fois un chef de projet qui nous soutient dans nos projets, un lanceur d'alerte, et puis aussi un mécanisme absolument génial qui nous permet de comprendre comment fonctionne notre corps. Donc voilà. Et donc, non, certainement pas un truc qui est le coup de malchance. Tu enfanteras dans la douleur et tant pis pour toi parce que tu es une femme et qu'il y en a une qui a croqué une pomme. Les pommes, c'est bon pour la santé et du coup, ça serait vraiment dommage de considérer qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Bon, après, je sais que tout ça est symbolique et bien sûr, j'en ris, mais j'ai conscience des symboles. Mais c'est intéressant d'avoir justement utilisé des symboles pour justifier quelque chose qui est injustifiable. Ça serait que la nature aurait pas bien fait les choses, quoi. Donc moi, ce que je veux, c'est remettre ça au cœur de la cité, considérer que ce mécanisme, encore une fois, il est à l'origine de la totalité de l'univers, enfin pas de l'univers, de l'humanité, c'est déjà pas mal, et qu'à ce titre, bien en fait, en faire un tabou est un problème. Donc moi, je suis pour avancer, pour que tout le monde un maximum de personnes soient en paix avec. Encore une fois, on réglera pas tous les problèmes quand on a une maladie comme l'endométriose ou comme le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui est mon cas. C'est une maladie chronique du cycle. Donc, on va pas se défaire de cette maladie. Pour autant, on va pouvoir comprendre les symptômes, comment ça se met en place, peut-être mieux se comprendre. Moi, aujourd'hui, cette maladie, le syndrome des ovaires polykystiques, me met en risque 2 fois plus important que la population classique d'avoir un diabète, en risque très important d'avoir de l'obésité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a permis? Et c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre. Ça m'a permis de regarder comment je mange, d'avoir un coach qui vient 2 fois par semaine à la maison et qui m'aide à faire du sport adapté à ma maladie. Et je finirais peut-être en meilleure santé que si j'avais jamais eu cette maladie. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce que je fais avec les cartes? La nature m'a donné des cartes. Bon, dedans, il y avait une maladie chronique du cycle qui me crée pas mal de problèmes. Mais il y a des contreparties à ça et c'est ça en fait, c'est de dealer avec les cartes, quoi. Parce que j'ai pas envie de prendre ma main et dire oh non c'est nul, tant pis je la rends. Non, je l'ai pris, j'ai tiré les cartes, maintenant je vais jouer avec jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est le cas de le dire. Et donc je joue avec les cartes et c'est ça que j'aimerais. Et je trouve qu'aujourd'hui la carte cycle menstruel, elle est très maltraitée. Donc j'aimerais bien la réhabiliter. Et du coup, pour terminer, alors tu as déjà un petit peu répondu, je pense, à cette question, mais ton message du cœur à celle ou celui qui t'écoute et te ressemble? Ça, c'est ta question. Je peux disserter 10 heures là-dessus. Mon message du cœur à celui ou celle qui me ressemble. Amuse-toi sérieusement de la vie. C'est parfait. C'est parfait. Le tout avec un grand sourire, comme depuis le début de l'entretien. Super. C'est dommage que dans les podcasts, on voit pas les sourires. On mettra quand même une belle photo avec un beau sourire. On les entend. Les gens puissent s'imprégner du visuel aussi. Merci beaucoup, Gaëlle. C'était vraiment passionnant d'avoir cet échange avec toi. Merci beaucoup, Mylène, d'avoir pris le temps de me poser ces questions. J'étais super contente de me les poser aussi. Merci à toutes et tous aussi qui nous avez écoutés. À très très bientôt dans le podcast. Passez une belle fin de journée. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.